Bonjour, merci d'être avec nous ce matin pour parler de l'impact de la guerre en Ukraine sur les pays de l'Asie centrale avec notre collègue d'Olifri, Michael Livingstone, chercheur spécialiste des pays de l'Asie centrale du Centre Russie Inuit d'Olifri et auteur de plusieurs publications sur les pays de cette région que vous pouvez trouver en accès libre sur le site de l'IFRI. Michael, pour ne pas être très longue, on va attaquer directement. Comment les républiques de l'Asie centrale perçoivent-elles la guerre en Ukraine? Quelles sont les réactions que cette guerre a suscitées chez ceux qui sont traditionnellement considérés comme les alliés les plus proches de la Russie? Merci Tatiana, bonjour à tous. Donc, très content de parler effectivement, des impacts multiples de ce conflit russo-ukrainien sur l'Asie centrale. Alors, en fait, si on veut faire un panorama de la région, disons, des réactions de ces différents pays, Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, Tadjikistan et Turkménistan, par rapport à cette guerre, je dirais que du plus neutre au moins indifférent, on peut déjà commencer par le Turkménistan et le Tadjikistan, qui sont deux pays qui ont la particularité en Asie centrale de partager les frontières les plus longues de la région avec l'Afghanistan, ce qui explique en grande partie leur comportement par rapport à cette guerre. 800 kilomètres pour le Turkménistan, quasiment 1300 pour le Tadjikistan. Pour ces pays-là, la guerre en Ukraine n'est pas un sujet. C'est pas un sujet, c'est quelque chose qui n'est pas du tout traité dans les médias au Turkménistan, en tout cas de ce que moi je peux en voir ici, en ayant à l'esprit le fait que le Turkménistan est l'un des pays les plus fermés du monde. Vous avez ensuite, si vous voulez, cette situation-là, elle est justifiée par le fait que pour ces pays-là, le danger existentiel, il est lié à la crise afghane et pas à la guerre en Ukraine. Donc pour eux, l'important, c'est de ne surtout pas s'aliéner la Russie. Pour eux, la Russie est un garant, un gage de leur stabilité, de leur existence. Vous avez ensuite un pays qui est assez étonnamment d'ailleurs moins neutre, qui est le Kirghizistan. Alors pourquoi étonnamment? Parce que à l'instar du Tadjikistan, il éprouve de multiples liens de dépendance vis-à-vis de la Russie, notamment sur le plan économique et sur le plan militaire. Le Kirghizistan fait partie, avec le Tadjikistan, des deux seuls pays à avoir des bases militaires russes en Asie centrale, la 999e base aérienne établie à Kant. Pour autant, malgré ce lien de dépendance très fort vis-à-vis de la Russie, le Kirghizistan a fait savoir a rappelé, disons, que les États à l'international avaient le droit de mener une politique étrangère indépendante, la politique étrangère de leur choix. Et donc, c'est pas forcément quelque chose de très fracassant, mais pour autant, le simple fait de faire ce type de déclaration veut dire beaucoup par rapport à la Russie, je trouve. Une fois encore, au regard de la relation particulière entre Bishkek et Moscou. Et puis, vous avez deux pays qui, là, ont mis plus franchement les pieds dans le plat, si vous me passez cette expression, qui sont l'Ouzbékistan et le Kazakhstan. Alors l'Ouzbékistan, moi, ça m'a assez surpris parce que les relations bilatérales sont excellentes avec Moscou depuis l'arrivée au pouvoir de Shavkat Mirziyoyev en 2016 à Tachkent. Ceci étant, quand on regarde par rapport à la politique étrangère que mène ce pays depuis 91, on voit que c'est un pays qui est très attaché au respect de l'intégrité territoriale dans la région centra-asiatique, mais même au-delà à l'échelle régionale ex-soviétique, si vous m'autorisez ce vocable. Pour le Kazakhstan, c'est peut-être plus logique parce que la relation est mauvaise, en très forte dégradation avec la Russie depuis l'affaire criméenne en 2014. Et le Kazakhstan, moi j'y vois plutôt en fait une crainte existentielle. Il y a beaucoup d'éléments de similitude entre la situation du Kazakhstan et celle de l'Ukraine, une forte communauté russe, 3,5 millions de personnes environ, vivant pour l'essentiel d'ailleurs dans les régions septentrionales du pays qui sont frontalières de la Russie, et puis tout un tas de petites déclarations depuis 2014 de hautes personnalités russes niant l'existence du Kazakhstan comme État indépendant, État souverain. Donc tout ceci est gravement préoccupant. Et comme signe supplémentaire et très récent de l'état d'exaspération des tensions entre Russes et Kazakhstanais, le refus du président Tokayev de participer à la parade militaire sur la place rouge le 9 mai pour célébrer la victoire contre l'Allemagne nazie, alors même que le lendemain, il s'est rendu dans le cadre d'une visite d'État à Ankara. Voilà ce qu'on peut dire, à mon sens, sur le positionnement de la République d'Asie centrale par rapport à ce conflit russo-ukrainien.
Merci beaucoup, Michael. Intéressante votre échelle de gradation de différentes réactions. Quelles sont les grandes dynamiques géopolitiques que cette guerre déclenche dans la région et notamment les influences croisées des autres partenaires, ou plutôt des autres rivaux de ces pays-là? Quelle est l'action de la Chine, de la Turquie et d'autres puissances? Et je rappelle juste avant de vous repasser la parole que vous pouvez poser vos questions par écrit dans notre chat. Alors, en fait, cette guerre a plusieurs effets sur l'Asie centrale. Si vous voulez, c'est le fait que la Russie déjà se fourvoie militairement en Ukraine, nuit à sa réputation en tant que grande puissance militaire. Elle avait eu on va dire, un regain de crédibilité à la faveur de la crise afghane de l'année dernière, de l'été dernier, disons, et à la faveur de la crise, pardon pour le bruit, kazakhstanaise en début d'année. Là, ce qu'on voit en Ukraine, c'est on voit une Russie qui n'est plus comment dire, si forte militairement que ce à quoi on pourrait s'imaginer. Puis aussi un élément économique qui est qu'avec le renforcement terrible des sanctions contre la Russie, les pays d'Asie centrale ont intérêt vraiment à mettre en place des stratégies de développement commercial, économique qui se fassent en contournant le territoire russe. Alors, en fait, ce qu'on voit, c'est que l'Asie centrale, il y a eu un appel d'air, en fait. L'Asie centrale, qui est une région traditionnellement convoitée par les puissances environnantes, la Chine, la Turquie, l'Iran, l'Inde dans une bien moindre mesure, aujourd'hui, on voit que ces pays reviennent en force en Asie centrale. Alors, c'est le cas de la Chine qui est venue déjà s'assurer de la sécurité de ses approvisionnements énergétiques en envoyant son ministre de la Défense au Kazakhstan puis au Turkménistan, où des accords de coopération militaire ont été conclus. Et puis il y a aussi un intérêt sécuritaire très fort pour la Chine en Asie centrale, qui est lié évidemment à la crise afghane, où, comment dire, l'intérêt chinois, c'est vraiment de sécuriser le Tadjikistan, qui fait office d'espace de transit entre le corridor de Wakhan dans le nord-est de l'Afghanistan et le sud-ouest du Xinjiang. Donc les Chinois redoutent une incursion de djihadistes aux Ouïghours, les combattants du parti islamique du Turkestan oriental, qui seraient plusieurs centaines localisés dans le nord et le nord-est de l'Afghanistan, sachant aussi que la question afghane permet à la Chine de développer un certain nombre comment dire, de convergence avec les pays d'Asie centrale. La Chine discute avec les talibans, comme l'immense majorité des républiques centra-asiatiques, à l'exception du Tadjikistan. La Chine vient d'accréditer les premiers diplomates talibans sur son territoire, ce que le Turkménistan avait fait auparavant, ce que la Russie et l'Iran aussi, je crois, avaient fait. Donc, il y a tout un tas d'éléments qui vont dans le sens d'un dialogue sino-centra-asiatique sur la question afghane, en tout cas d'une convergence, d'une symbiose diplomatique sur ce sujet-là. Il y a aussi, d'un point de vue économique, pour la Chine, un intérêt très fort vis-à-vis du Kazakhstan, parce que c'est l'espace de transit préférentiel pour le fret chinois à destination de l'Europe. Il y a des nouvelles routes de la soie qui ont été lancées il y a quelques semaines vers l'Allemagne et vers la Finlande en contournant la Russie, via le Kazakhstan donc. Et l'Ouzbékistan, c'est intéressant parce qu'on a vu il y a quelques semaines des représentants du pays présenter une nouvelle stratégie de développement économique pour la période 2022-2026, où le cap est mis très clairement, très ostensiblement sur la Chine, sans même que la Russie ne soit évoquée dans ce document. Donc là, on voit aussi qu'il y a un rebasculement, une réorientation du commerce extérieur ouzbékistanais qui est déjà à l'œuvre depuis 2016-2017 vers la Chine. Mais là, maintenant, on exclut la Russie. Pour aller rapidement sur la Turquie, la Turquie, jusqu'à cette guerre, en fait, misait beaucoup sur comment dire, l'aspect géographique, c'est-à-dire le désenclavement de l'Asie centrale via la mer Caspienne et via l'Ouest, via son allié azerbaïdjanais qui s'est imposé dans le Haut-Karabakh à l'automne 2020. Donc la Turquie s'est positionnée comme un espace de transit pour l'écoulement des ressources centra-asiatiques vers les marchés européens. Il y avait aussi un aspect de soft power où la Turquie, misait beaucoup sur les liens culturels, les liens religieux avec les pays d'Asie centrale, qu'elle regroupe désormais intégralement dans son organisation des États turciques, le Turkménistan en étant observateur depuis la fin de l'année dernière. Ce qu'on voit, la grande nouveauté, c'est que désormais la Turquie ne se cache plus d'avoir des ambitions, des velléités militaires avec l'Asie centrale. On a vu un traité de partenariat stratégique global conclu avec l'Ouzbékistan le 30 mars.
et dans le cadre de la visite d'État de Tokayev des 10 et 11 mai, un traité de partenariat stratégique conclu avec le Kazakhstan. Et là, une autre grande nouveauté, c'est que la Turquie a annoncé qu'elle délocaliserait la production de drones, les drones Anka, au Kazakhstan. Donc, on voit bien que là, la Turquie met vraiment l'accent sur un rapprochement militaire très fort avec les républiques d'Asie centrale. Et moi, je pense vraiment qu'il cible plus spécifiquement le Kazakhstan parce que je crois que nos amis turcs ont été extrêmement vexés de ne pas être plus sollicités que ça par les Kazakhstanais lors de la crise de janvier. Ils ont vraiment été voilà, relégués à un second plan par rapport à la Russie et je crois qu'ils ont pas du tout apprécié ça. Et peut-être très rapidement sur l'Iran. L'Iran, c'est un pays qui a assez peu de marge de manœuvre en Asie centrale parce qu'il y a toujours les sanctions américaines qui lui font mal. Pour autant, l'Iran bénéficie d'un emplacement géostratégique absolument idoine. C'est le seul État caspien qui a aussi une façade sur les mers chaudes du Sud, le golfe d'Oman. C'est un pays qui joue un rôle dans la connectivité, dans le désenclavement. Le port de Chabahar, dans lequel l'Inde investit beaucoup, est vraiment convoité par les Centra-Asiatiques. Les Ouzbékistanais ont investi récemment dans la création d'un entrepôt de stockage dans ce port-là. Et je parlais de Chabahar et de l'Inde. On a vu aussi que l'Inde, depuis quelques semaines, revient en Asie centrale. Il y a eu un dialogue indo-centra-asiatique au printemps. L'Inde s'est manifestée aussi au Turkménistan parce qu'il y a toujours ce projet de gazoduc de la paix, le Turkménistan, Afghanistan, Pakistan, Inde. Et l'Inde est très inquiète de ce qui se passe en Afghanistan et a proposé au nouveau président de la République du Turkménistan, Serdar Berdimuhamedov, la création d'une route alternative pour l'exportation de son gaz via la Caspienne et donc via l'Iran. On retrouve encore une forte convergence indo-iranienne relativement à l'Asie centrale. Et peut-être d'un dernier mot sur l'Inde, ce qu'il faut aussi noter à mon avis, c'est qu'il y a eu des exercices militaires conjoints avec l'Ouzbékistan très récemment, avec le Kyrgyzstan, sans oublier non plus qu'une fois encore avec le Turkménistan, la relation a l'air d'être vraiment bonne. L'année dernière, des brigades spéciales du Turkménistan ont été suivre un entraînement dans le nord de l'Inde. C'est suffisamment rare pour le noter. Michael, merci beaucoup pour ce panorama complet. Et il y a deux premières questions sur le chat qui, en fait, complètent ma première question par rapport à ces différents partenariats et les pays rivaux de la Russie dans la région. La volonté du Turkménistan de ne pas s'aliéner de la Russie n'est-elle pas aussi liée, au-delà des incertitudes afghanes, à la recherche d'un équilibre par rapport à l'influence économique quelque peu oppressante de la Chine? Et la deuxième question sur la Turquie, finalement européenne par rapport à la Russie et à l'évidence de la Chine, qui a une présence économique considérable en Asie centrale, peut-elle s'avérer un partenaire d'une Europe qui révèle parfois des inquiétudes par rapport à l'expansion chinoise, mais n'est pas assez présente dans la zone? Je vous laisse commencer à répondre et je m'adresse au public pour vous inviter à écrire vos questions dans ce chat, s'il vous plaît. Alors, sur la question relativement à la relation bilatérale Turkménistan-Russie, sincèrement, le poids de la Chine, c'est très compliqué d'être assez assertif sur le Turkménistan parce que c'est une boîte noire. C'est un pays sur lequel on a très peu d'informations. Comment dire, les informations, les données économiques de ce pays-là, vous les avez avec 2 voire 3 ans de retard à chaque fois. Pour autant, ce qu'on sait, c'est que la Chine capte l'immense majorité des exportations gazières du Turkménistan, qui elles-mêmes représentent la quasi-intégralité des exportations de ce pays. La Chine est, à n'en pas douter, de très loin le premier partenaire commercial du Turkménistan. Et d'ailleurs, la Chine n'est pas qu'un partenaire commercial, c'est aussi un partenaire militaire du Turkménistan. Je crois que c'est le deuxième fournisseur d'armes du Turkménistan après la Turquie. Là aussi, nouvel atypisme, puisque en Asie centrale, je crois que les 4 autres pays se fournissent principalement chez la Russie. Oui, il y a effectivement un moment turkménistano-russe depuis le milieu des années 2010. Le Turkménistan a repris des exportations gazières en faveur de la Russie, mais on n'est pas du tout dans le même ordre de grandeur que la Chine. Là, on parle de l'ajout d'un 4e segment au gazoduc Asie centrale Chine, au départ du gisement de Galkinish vers le Xinjiang.
qui pourrait porter les capacités d'exportation de ce gazoduc à 85 milliards de mètres cubes annuels. La reprise des exportations gazières du Turkménistan vers la Russie en 2018, c'était de l'ordre de 2,5 milliards, 3 milliards annuels. Donc, on boxe pas du tout dans la même catégorie. Même si je suis d'accord que le rapprochement Turkménistan-Russie est intéressant pour le Turkménistan, notamment d'un point de vue sécuritaire en lien avec ce qui se passe en Afghanistan. Pour ce qui concerne la Turquie, c'est une question extrêmement fournie, extrêmement riche. Alors, la présence économique forte de la Turquie, je nuancerais quand même un petit peu. Je dirais que les sociétés turques sont présentes dans certains marchés. Je pense notamment dans le secteur du BTP au Kazakhstan, dans le secteur du BTP au Turkménistan, dans l'exploitation de complexes pétrochimiques dans l'ouest du Turkménistan, dans le cadre de consortiums, je crois, avec des sociétés japonaises. Ils ont aussi travaillé au Kyrgyzstan. Pour autant, est-ce que la Turquie se développe en Asie centrale? La Turquie, un exemple, c'est avec l'Ouzbékistan, où il y a vraiment un développement des relations commerciales. Je crois qu'elles ont triplé ou quadruplé en l'espace de quelques années après l'arrivée au pouvoir de Mirziyoyev. Pour autant, la Turquie n'est pas un acteur économique comparable à ce que peuvent être la Russie, la Chine et même l'Union européenne. Je crois qu'il faut quand même rester un petit peu mesuré. La Turquie peut être intéressante pour les États-Unis en Asie centrale, parce que la Turquie donc a mis en place ce Conseil turcique transformé en Organisation des États turciques, et on a vu en fin d'année dernière, en novembre, qui finalement était un sommet assez historique, puisqu'on a vu la Turquie annoncer la création d'un fonds d'investissement turcique en Asie centrale, commencer à parler vraiment de convergence politique entre tous ces pays-là. Donc on a bien vu déjà un renforcement de son discours et de ses ambitions vis-à-vis de l'Asie centrale avant même l'éclatement de la crise au Kazakhstan et de cette malheureuse guerre en Ukraine. Et moi, je pense plus instinctivement aux États-Unis, enfin la Turquie comme vecteur relais de l'influence américaine en Asie centrale. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les Américains ne peuvent pas parler avec les Russes, ne peuvent pas parler avec les Chinois, notamment sur la question afghane. Je crois que quand on parle d'Asie centrale aujourd'hui, il faut penser à l'Afghanistan, malgré tout. Et là, c'est intéressant. Les Américains ont une porte d'entrée via la Turquie, membre de l'OTAN, pour parler à ces pays-là qui, il ne faut pas le sous-estimer, en veulent beaucoup aux États-Unis d'être partis de cette manière-là d'Afghanistan. Une fois encore, j'insiste, les Centra-Asiatiques n'ont pas du tout apprécié la manière dont les Américains ont quitté l'Afghanistan. Peut-être pour vous donner un petit élément sur l'Union européenne, moi je crois que ce qui est intéressant pour l'Union européenne, par rapport à la situation que l'on est en train de vivre aujourd'hui dans cette région prise, une fois encore au sens très large, c'est les réunions consultatives des chefs d'État d'Asie centrale. Alors, c'est une plateforme de discussion qui a été mise en place en 2018 à l'initiative de l'Ouzbékistan, même si le premier sommet s'est tenu dans la capitale kazakhstanaise. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ça permet aux 5 présidents centra-asiatiques de se parler dans une atmosphère constructive, alors même que vous en avez 2, le Kyrgyzstanais Japarov et le Tadjikistanais Arahmon, qui sont encore dans une situation de très forte tension frontalière, avec une militarisation très forte à l'aide de drones turcs, iraniens et bientôt américains autour de leurs frontières communes, qui a une guerre en 2021 qui ne demande qu'à reprendre, à mon avis, malheureusement. Et donc, je pense que ce format des sommets consultatifs des chefs d'État d'Asie centrale, qui permet à cette Asie centrale de se parler, à tous ces dirigeants qui ont été habitués à avoir des relations des fois absolument épouvantables, de discuter dans une ambiance constructive, de se projeter dans un avenir commun. Je crois que c'est intéressant pour l'UE parce que l'UE a une forte expertise normative, un savoir-faire dans le domaine de la délibération, de la prise de décision collégiale, et que je pense, moi, que les républiques d'Asie centrale, au-delà de leur positionnement relativement différent sur la crise russo-ukrainienne, vont avoir envie, intérêt, peut-être même besoin d'expertise alternative à celle de la Chine et de la Russie, avec lesquelles ils sont déjà pris dans un certain nombre de cadres multilatéraux, l'Organisation de coopération de Shanghai, l'Organisation du traité de sécurité collective ou encore l'Union économique eurasiatique, où là on voit que ça tangue fortement depuis quelques semaines. Justement, Michael, merci pour cette transition parfaite. J'allais vous poser la question sur l'avenir de ces 2 organisations, notamment l'organisation du traité de sécurité collective qu'on a vu à l'œuvre, plutôt avec un succès début janvier, avec l'intervention au Kazakhstan, et aussi de l'avenir de l'Union économique eurasiatique. Est-ce que les événements en cours
ne sonnerait pas plutôt le glas de cette organisation déjà extrêmement critiquée par plusieurs membres, à commencer par le Kazakhstan? Alors c'est assez compliqué de répondre de manière catégorique. Moi, je pense quand même que l'OTSC a quand même de beaux jours devant elle parce que une fois encore, il faut, si vous voulez, il faut pas regarder l'Asie centrale avec des yeux d'Européens. Il faut regarder l'Asie centrale avec des yeux de locaux. Ces gens-là, ils voient qu'il y a l'Afghanistan en dessous, qui est une bombe à retardement qui demande qu'à exploser. L'OTSC, c'est une organisation qui a mis en place des partenariats militaires qui permet à ces pays, notamment au Kyrgyzstan, au Tadjikistan, d'avoir accès à des armements militaires russes à moindre prix, voire même gratuitement. Et c'est une organisation qui a vocation à contrer la menace terroriste, les trafics. Donc je crois que par rapport à sa vocation existentielle, l'OTSC va continuer d'exister, va continuer de vivre et de gérer la sécurité en Asie centrale, en tout cas au Kyrgyzstan, au Tadjikistan. Sur le Kazakhstan, évidemment, je serais beaucoup plus nuancé parce que on a vu la position kazakhstanaise. Finalement, c'est une position très opportuniste quand on y pense. Ils ont eu de gros problèmes en janvier à gérer les troubles auxquels ils ont été confrontés. Ils ont fait appel à la Russie sur des critères de menaces terroristes depuis l'étranger qui restent quand même à prouver. Hein. C'est pas du tout certain qu'il y ait eu des terroristes afghans, syriens, irakiens ou que sais-je dans cette histoire-là. Moi, je pense à titre personnel que ça reste quelque chose de purement kazakhstano-kazakhstanais. Pour autant, ils ont exclu par principe ab initio d'envoyer des forces dans le cadre de l'OTSC en Ukraine. Donc on voit bien, ça ne veut pas dire que la Russie en ait fait formellement la demande, mais pour autant, je pense que les Russes s'attendaient à ce qu'il y ait un peu plus de soutien de la part du Kazakhstan par rapport à ce qui se passe en Ukraine, et que là, on a vu qu'ils ont fait un pas de côté. Donc la situation du Kazakhstan par rapport à l'OTSC, la question se pose. Ils sont clairement en rupture, en décalage par rapport à ce qu'est en train de faire la Russie, qui a introduit une notion très vague d'État coordinateur début mars, qui fait suite au protocole de Dushanbe, en gros, pour expliquer que désormais l'OTSC peut être mobilisé sur des théâtres d'opération extraterritoriaux. L'OTSC n'a vocation, c'est une alliance défensive au départ qui n'a vocation qu'à intervenir sur le territoire de ses États membres. Donc là, il y a une évolution peut-être majeure qui est en train de se faire. Kazakhstan a dit très clairement qu'il n'est pas d'accord avec cela. S'agissant de l'Union économique eurasiatique, si vous voulez, en Asie centrale, vous avez deux pays qui sont membres, qui sont le Kazakhstan et le Kyrgyzstan. Le Kazakhstan, très sincèrement, la question se pose. On a vu il y a quelques jours Nour-Sultan, le Sénat du Kazakhstan, qui a dénoncé l'accord, la convention fiscale qui avait été conclue au début des années 90 avec les pays de la communauté des États indépendants. On voit bien qu'il y a une prise de distance par rapport à Moscou, très nette. Donc sur le plan économique, très sincèrement, il y a beaucoup d'économistes kazakhstanais qui doutaient dès le départ de l'intérêt pour le pays de rallier cette organisation-là. Là, par rapport à ce qu'ils sont en train de faire, ils ont eu de gros problèmes à exporter leur pétrole via le CPC, l'oléoduc qui transite depuis Tengiz dans le nord-ouest du Kazakhstan vers Novorossiysk en Russie pour ensuite atteindre la mer Noire. Les Russes ont littéralement bloqué pendant plusieurs semaines le transit du pétrole kazakhstanais, ce qui fait que les Kazakhstanais maintenant très clairement regardent vers la Caspienne, vers l'ouest, vers le sud. Ils essaient vraiment de s'émanciper économiquement de la Russie. Donc là, la question, effectivement, je suis d'accord avec vous, se pose pour le Kyrgyzstan quand même. Ils ont une forte dépendance par rapport à leur remise migratoire et à leur force, à leur main-d'œuvre expatriée en Russie. Ça représente quasiment un tiers du PIB, c'est considérable. Ils n'ont absolument pas intérêt à ne plus faire partie de ce marché commun qui autorise donc leurs travailleurs à venir librement en Russie. Je crois vraiment que voilà, il y a deux logiques tout à fait divergentes s'agissant de l'Union économique eurasiatique. Michael, encore une fois, vous avez fait une transition parfaite pour ma question suivante. J'assure le public que ce n'était pas prévu de cette manière, mais c'est parfait. La question sur les migrations, parce qu'on sait que les pays de l'Asie centrale sont extrêmement dépendants de l'état de l'économie russe, mais aussi de l'état du marché, et qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle les remises migratoires, les transferts financiers des migrants vers ces pays-là. Est-ce que cela peut représenter un fort canal de déstabilisation? Est-ce qu'il y a des anticipations qui vont dans ce sens-là? Et je vais tout de suite vous rajouter deux petites questions qui sont arrivées sur le chat et on va terminer par là. Une question sur le Kyrgyzstan dans cet ensemble. Je comprends que la question se situe par rapport aux influences de différents acteurs sur ce pays-là. Et la dernière question, pensez-vous vraiment que l'Afghanistan soit une menace pour le Turkménistan?
alors que ce pays a toujours ménagé des bons rapports avec l'ensemble des parties afghanes et qui a même fourni une aide à ce pays, fourniture d'électricité frontalière. Voilà les trois questions, Michael, et on terminera là. Entendu, merci. Alors, sur les migrations, est-ce que c'est un facteur de déstabilisation? Moi, je crois que oui. Je crois que oui, très clairement. C'est quelque chose qu'il faut absolument pas sous-estimer. Vous avez aujourd'hui en Russie, officiellement, 7 800 000 migrants du travail centra-asiatique, principalement en provenance d'Ouzbékistan, mais aussi Kyrgyzstan et Tadjikistan. C'est vraiment les trois pôles d'émigration centra-asiatique vers la Russie, en termes de migration du travail, évidemment. Les remises migratoires contribuaient à hauteur de 11% du PIB de l'Ouzbékistan en 2021, 26% du Tadjikistan et 33%, si je ne dis pas de bêtises, ou 32% du Kyrgyzstan. Donc vous voyez bien que là, si vous avez une baisse, une réduction, un tarissement de cette manne financière à destination de ces économies-là, qui sont spécifiquement pour le Tadjikistan et le Kyrgyzstan des économies extrêmement fragiles, vous pouvez avoir des effets sociaux, des effets politiques absolument dévastateurs. J'insiste, dévastateurs. L'Ouzbékistan, c'est un pays qui en apparence va bien, qui a quand même un taux de chômage de près de 10%, qui a 35 millions d'habitants, avec vraiment une population extrêmement jeune. Moi, personnellement, je serais un petit peu plus nuancé sur la santé de ce pays-là. Je pense que ça peut aussi être facteur de déstabilisation de ce régime-là. S'agissant du Turkménistan, de la menace de l'Afghanistan sur le Turkménistan, je suis très content qu'on me parle du Turkménistan. C'est un pays dont on parle trop peu et que je trouve, moi, finalement, très intéressant pour le peu que j'en vois. Est-ce que l'Afghanistan peut constituer une menace pour le Turkménistan? Alors, en fait, il y a deux questions dans votre question. La première partie, c'est qu'il y a une bonne relation en apparence entre Ashgabat et le nouveau régime de Kaboul. C'est vrai, les Turkmènes discutent avec les talibans. Je dirais même, pour aller plus loin, que c'est le pays qui collabore le plus ouvertement en Asie centrale avec les talibans. C'est pas quelque chose de nouveau, ça préexiste déjà au retour des talibans au pouvoir le 15 août 2021. Ils parlaient depuis, je veux dire, dès 2017-2018, les Turkmènes avaient repris langue avec les talibans et parlaient du TAPI. Donc voilà, c'est pas quelque chose de nouveau. Sous Mollah Omar, entre 96 et 2001, le Turkménistan discutait là aussi assez ouvertement avec les talibans, et en Asie centrale, à l'époque, personne ne parlait avec les talibans. Alors, est-ce que c'est gage de sécurité, de stabilité pour le Turkménistan? J'en suis pas certain pour deux raisons. Déjà, la première, factuellement, c'est qu'en début d'année, alors qu'on avait ce petit problème de manifestation au Kazakhstan, il y a eu quand même des escarmouches frontalières entre gardes frontières du Turkménistan et talibans, et qu'il y a eu 3 morts du côté des talibans. Donc, il peut y avoir des frictions, des tensions à la frontière. Et je dirais aussi que le problème, si vous voulez, c'est que les talibans 2.0, comme dirait mon ami Didier Chaudet, sont des gens qui sont diplomates, qui sont beaucoup plus dans une logique d'échange, d'écoute et de partage à l'échelle régionale, mais que ce sont aussi des nationalistes et qu'ils ont une vision de la cartographie régionale qui leur est très propre. Et si vous voulez, c'est des gens qui ont des vues sur des parties du territoire pakistanais, mais aussi du territoire turkménistanais. C'est des gens qui considèrent les provinces de Mari et de Lebap comme des provinces afghanes. Et donc ça, c'est quand même chrysogène, c'est facteur de tension avec un pays qui est donc le Turkménistan. S'agissant enfin de votre question sur le Kyrgyzstan, j'ai pas très bien compris. Est-ce que vous pouvez me réexpliquer rapidement? Je crois qu'il s'agit des influences croisées de différentes puissances comme la Chine, la Turquie et la Russie au Kyrgyzstan. En tout cas, la question était située dans la deuxième question que je vous ai posée sur les nouvelles dynamiques géopolitiques. Alors les influences croisées, oui. Écoutez, alors peut-être rapidement, la Turquie, effectivement, c'est un pays important au Kyrgyzstan. C'est un pays qui a livré une quarantaine de drones pour les gardes frontières du Kyrgyzstan, mais qui maintenant est en train de parler avec les Tadjiks ouvertement, signature d'un accord cadre pour une coopération militaire avec le Tadjikistan, qui a été très mal vécu au Kyrgyzstan. On voit que la Turquie est en train de se positionner comme une sorte de faiseur de paix au jour où il y aura une nouvelle flambée de violence à la frontière kyrghizo-tadjikistanaise.
à suivre. Donc, c'est intéressant de voir ce que fait la Turquie à ce niveau-là. On voit bien qu'elle est dans une logique de rivalité avec la Russie, toujours dans cette logique de gestion sécuritaire de la région centra-asiatique, et aussi vis-à-vis de l'Iran. Parce que là, c'est quand même faire retomber dans l'escarcelle turc un pays qui est certes sunnite, mais qui est iranophone et qui appartient à la sphère d'influence traditionnelle de l'Iran. S'agissant de la Chine, alors le Kyrgyzstan, c'est un pays compliqué pour la Chine. C'est un pays compliqué parce que la Chine est très impopulaire en Kyrgyzstan. Ils avaient mené tout un tas de projets d'infrastructure qui s'étaient très mal passés, notamment la rénovation d'une centrale thermique à Bishkek, qui avait eu la bonne idée de tomber en panne en plein hiver à -20. Ça avait été très mal vécu par les habitants de la capitale kyrgyzstanaise. Et puis c'est un pays où il y a une forte sinophobie au Kyrgyzstan. Ne nous mentons pas. C'est aussi un pays qui, pour la Chine, représente des difficultés, je veux dire, en termes tout simplement de conduite des projets. C'est finalement dans ce pays-là que la Chine s'est pris son plus gros échec, qui était la ligne ferroviaire Chine-Kyrgyzstan-Ouzbékistan. Et comme par hasard, on a appris que ça avait été relancé et que le chantier devrait redémarrer à l'automne prochain, ce qui est d'ailleurs une bonne nouvelle pour l'Ouzbékistan, puisque si jamais le Pakafuz, donc la ligne ferroviaire qui va vers l'Afghanistan pour rallier le Pakistan ensuite atteindre le golfe de Gwadar dans le sud du pays, ça fonctionne pas pour les mêmes raisons que le TAPI, ils auront là une belle voie alternative pour atteindre le sud du Pakistan et les mers chaudes. Donc la Chine est quand même en train de revenir au Kyrgyzstan. C'est un pays important pour les routes de la soie chinoises. Je mentionne en passant que le gazoduc Asie centrale Chine au départ du Turkménistan, pour le 4e tronçon dont je vous ai parlé, a aussi vocation à passer par le Tadjikistan et par le Kyrgyzstan. Donc c'est un pays qui compte quand même malgré tout aux yeux des Chinois. Et s'agissant donc Turquie, Chine, la Russie, si vous voulez, la relation Russie-Kyrgyzstan reste quand même très forte. Je veux dire, soyons clairs, vous avez, après le Kazakhstan, à travers le Kyrgyzstan, un pays qui parle encore beaucoup russe, qui suit beaucoup les médias russes. La capitale Bishkek est une ville très russe, très russophone, très russisée, ce qui n'est pas le cas de Osh, qui est une ville beaucoup plus ouzbek. Donc vous avez un pays qui est un petit peu fracturé en deux, si vous voulez. La Russie reste un pays majeur au Kyrgyzstan, premier partenaire économique, principal fournisseur d'armement, pourvoyeur de sécurité. Et à la différence de ce qui se passe avec le Kazakhstan, la Russie ne fait pas peser une menace aujourd'hui, en tout cas à l'heure actuelle, directe sur le Kyrgyzstan. Donc je pense que le Kyrgyzstan est là, bénéficie d'une multitude de présences étrangères, et que dans la situation de ce pays pauvre, fragile, en proie de fortes tensions avec un voisin au sud qui pour le coup est très entraîné et armé par les Russes, je crois que le Kyrgyzstan n'a pas vraiment le choix et que finalement c'est la meilleure stratégie que celle qui nous mène depuis maintenant plusieurs mois, si ce n'est plusieurs années. Michael, un grand merci pour vos réponses extrêmement renseignées et complètes.